ravie de vous accueillir pour une conférence débat sur le thème de la géopolitique. Il nous a semblé important d'évoquer ces thèmes. Alors, nous recevons donc Georges Kuzmanovic, qui nous parlera de l'ONU, des propositions de Jean-Luc Mélenchon sur cette question. Frédéric Martin, qui interviendra sur le thème de la Russie et de l'Ukraine. Et Ramzi Kevali, qui parlera donc des positions des Insoumis sur la Syrie. Alors, chacun interviendra une quinzaine de minutes, et puis ensuite, vous pourrez leur poser les questions que vous souhaitez. Voilà. Bonsoir, je vais commencer sur la question de la Russie et de l'Ukraine. Et donc tout d'abord sur notre position vis-à-vis de la Russie, comme d'ailleurs notre position vis-à-vis de l'ensemble des pays du monde, en tout cas des grands pays émergents, qui s'inscrit dans une conception d'une politique étrangère et d'un système de partenariat altermondialiste qui tiennent compte des transformations géopolitiques mondiales et du désir de rétablir une indépendance stratégique pour la France. En premier lieu, je vais donc désamorcer une interrogation qui revient souvent. Donc, dans le programme de la France Insoumise, il ne s'agit pas de faire alliance avec la Russie contre je ne sais qui. L'administration russe actuelle défend un système capitaliste et conservateur qui n'est évidemment pas un modèle pour le mouvement des Insoumis. En revanche, il nous semble vital de soutenir certaines initiatives dont la Russie est l'une des parties prenantes, à savoir les organisations financières alternatives comme les organisations financières alternatives au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, qui ont été créées récemment par les BRICS. Donc les BRICS, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui sont les grands émergents, ainsi que le projet chinois d'alternative au dollar comme monnaie nationale, puisque le dollar est aujourd'hui l'un des outils de l'hégémonie des États-Unis sur le monde, et qui dans ce cadre-là, nous incite à refuser des alliances anachroniques telles que notre appartenance à l'OTAN, ou en tout cas au commandement intégré de l'OTAN. Et dans ce cadre, on pense s'inscrire en faux contre la tendance dominante à faire de la Russie une menace pour l'Europe et pour le monde, et ce pour plusieurs raisons. La première est que l'on n'a absolument pas les moyens militaires de faire face à l'OTAN, puisque je rappelle que le budget de la Russie est 10 fois inférieur, le budget militaire de la Russie est 10 fois inférieur au budget militaire américain, et si on prend l'ensemble des pays de l'OTAN, on totalise environ 75% des budgets mondiaux de la défense. Le budget de la Russie est lui-même inférieur à celui de l'Arabie Saoudite. Et donc, dans ce cadre, dans un premier temps, je vais donc rappeler quelques éléments qui rappellent l'attitude irresponsable et belliciste de l'OTAN et des organisations liées à l'OTAN en Europe. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur la situation ukrainienne, et je pourrais répondre après les exposés à plus de détails sur ces questions, sachant que je vais être assez rapide, puisque c'est l'idée de ce soir. Donc, dans un premier temps, sur l'OTAN en Europe, dans les années 90, plusieurs déclarations de chefs d'État de pays européens laissaient entendre, en tout cas, ou certains affirmaient même que l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne ne signifiait pas une expansion de l'OTAN à l'Est. Or, chaque adhésion de l'Union européenne à ces pays s'est précédée d'une intégration à l'OTAN. L'OTAN qui est aujourd'hui une organisation belliciste qui agit souvent de manière unilatérale, on l'a vu par exemple en Yougoslavie, au Kosovo précisément, et qui est totalement dominée par les États-Unis, qui voient aujourd'hui leur hégémonie menacée. Et il nous semble urgent de ressortir de l'OTAN. Je rappelle qu'on en était sorti en 1966, qu'on y est re-rentré en 2009 sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Donc d'en sortir au profit du seul cadre légitime d'intervention internationale, celui d'une ONU renforcée. Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde voit le danger, notamment avec l'élection de Donald Trump, de se retrouver dans une alliance qui est dominée par les États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin là-dessus.
Le deuxième point de tension fort entre l'OTAN et la Russie qui nous semble réellement important de soulever, c'est le projet de bouclier antimissile et de redéploiement de troupes américaines en Europe. La sortie de la Russie du traité sur les forces conventionnelles en Europe, c'est un traité de désarmement, en 2007, a été notamment lié à ce redéploiement de troupes américaines qui date depuis 2007 et qui a été relancé récemment de manière assez forte, puisque 4000 soldats supplémentaires et 2000 chars d'assaut sont déployés en Allemagne et en Pologne. Et c'est un déploiement de troupes qui, pour les Russes en tout cas, est une violation flagrante du traité entre l'OTAN et la Russie. Alors sur le bouclier antimissile, c'est un vieux projet qui a été relancé par Obama en 2009. Et il est censé avoir 4 étapes. Donc l'installation d'un bouclier antimissile en Roumanie qui a été inauguré le 12 mai 2016. Et la construction en Pologne, près de la mer Baltique, d'un deuxième site de défense antimissile. Et il s'avère que ce deuxième site sera en 2020 en capacité d'intercepter des missiles intercontinentaux. Et c'est donc clairement pas une défense comme en arguent les Américains contre les États voyous selon leurs critères, que seraient l'Iran ou les États du Proche-Orient et du Moyen-Orient, puisque situé proche de la mer Baltique et en capacité d'intercepter des missiles intercontinentaux, cela vise évidemment les forces stratégiques russes, et ça ouvre la voie à une nouvelle doctrine d'emploi de l'arme nucléaire. C'est surtout ça qui est important à retenir, je pense. Puisqu'en fait, à partir du moment où on installe un bouclier antimissile, ça signifie la fin de la doctrine de destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas mutuellement, puisque l'attaque de l'un conduirait inévitablement à la riposte de l'autre, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc cette nouvelle doctrine, qui est verbalisée par les stratèges américains comme la doctrine dite NUTS, pour Nuclear Utilization Target Selection, consiste à utiliser l'arme nucléaire de façon chirurgicale contre les capacités de l'adversaire. Donc ça veut dire que l'arme nucléaire devient une arme d'emploi à partir du moment où ce genre d'installation existe. Donc il est envisageable d'utiliser des armes nucléaires de capacité réduite pour détruire les capacités stratégiques de l'adversaire. On voit donc bien que c'est loin d'être un facteur de paix et plutôt un facteur d'inquiétude, l'installation de ce bouclier antimissile. Alors je vais maintenant passer à la partie qui concerne plus précisément la Russie et l'Ukraine, puisque à tous ces arguments on nous oppose souvent que c'est une réaction aux actes de la Russie qui aurait violé le mémorandum de Budapest en ne respectant pas l'intégrité territoriale et politique de l'Ukraine, et qu'il faudrait rassurer les pays frontaliers de la Russie, en particulier les pays baltes. Alors je rappelle rapidement ce qu'est le mémorandum de Budapest. C'est un mémorandum, donc un traité entre les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni et l'Ukraine, qui s'engageait à respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine et ne pas influencer sa politique en échange de son renoncement à l'arme nucléaire. Or dans ce cas, selon ce qu'on a pu observer, en tout cas à la commission internationale du parti de gauche, nos réflexions nous ont quand même mené à voir que ce sont d'abord les États-Unis qui ont les premiers rompu cet accord, puisque le mouvement populaire de 2014 de Maïdan a été clairement encouragé et soutenu par les États-Unis de manière complètement ouverte. Ils s'en sont absolument pas cachés. Et alors c'est là que j'en viens aux mots de nos porte-paroles dans les médias qui ont parfois dû prendre des raccourcis et qui ont pu faire croire à tort que notre analyse s'arrêtait à un soutien politique du Kremlin par opposition à l'impérialisme américain. Alors, en fait, ces positions sont quand même basées sur des réflexions et des analyses qu'on a produites à la Commission internationale. Je me suis rendu à plusieurs reprises en Ukraine. J'ai été en contact avec des camarades ukrainiens de plusieurs organisations de part et d'autre de la ligne qui sépare les territoires rebelles et le territoire ukrainien. Et donc des camarades de gauche qui étaient à la fois pour Maïdan et contre Maïdan, donc contre la révolution dont vous avez tous entendu parler. Alors les déterminants de cette révolution, c'était tout d'abord une corruption quotidienne et un salaire extrêmement faible et des dérives oligarchiques. La corruption
pas uniquement au niveau des élites, mais également au quotidien. Et le déclencheur a été le choix du président ukrainien de l'époque de signer un accord de partenariat avec la Russie plutôt que celui d'association avec l'Union européenne. Et aussitôt, on a vu l'Union européenne aider des États-Unis qui sont appuyés sur les oligarques pro-occidentaux soutenir les manifestations sur la place Maïdan. Et on a donc vu arriver comme ça la responsable de la diplomatie en Europe, Victoria Nuland, ainsi que l'ambassadeur ukrainien, ainsi que John McCain, ainsi que le fils de Joe Biden, qui était le vice-président américain à l'époque, et qui lui est au conseil d'administration de la plus grosse société gazière en Ukraine. Après s'être appuyé sur ce mouvement dont la dimension pro-européenne n'était pas vraiment la préoccupation principale des Ukrainiens, les États-Unis ont continué à appuyer les forces ukrainiennes dans leur lutte contre l'installation d'une révolte à l'est dans le Donbass. Et donc cette révolte dans le Donbass qui a été immédiatement réprimée par l'armée ukrainienne et un certain nombre de bataillons qui s'inspiraient et qui sont ouvertement ou clairement néo-nazis, sur laquelle l'armée ukrainienne s'est appuyée pour effectuer ces opérations. On nous a beaucoup aussi reproché d'exagérer la présence des nazis en Ukraine et au gouvernement ukrainien. Il faut savoir que des éléments d'extrême droite très virulents, galvanisés par la tournure anti-russe que prenait la contestation, ont tiré à balles réelles lors des manifestations et ont complètement récupéré la mobilisation. Nos camarades sur place, extrêmement minoritaires, les camarades de gauche du mouvement Lieva Opozitsia en particulier, qui étaient sur le Maïdan et pro-Maïdan, nous ont dit qu'ils étaient complètement débordés par ces mouvements, qui ont été eux-mêmes financés par certains oligarques et qui sont, comme je vous l'ai dit, partis connaître de véritables expéditions punitives dans le Donbass, et qui furent soutenus officiellement par le gouvernement. Je me réfère à une interview de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne qui admet avoir intégré ces éléments à l'armée régulière, et en pleine conscience de leur idéologie et de leurs actions. Et au gouvernement, beaucoup ont souligné que lors des élections législatives, les partis d'extrême droite n'ont fait que 5% au total. Alors c'est une analyse assez biaisée, parce qu'en fait, dans le décompte n'est pas compté le nouveau parti qui a été fondé par le Premier ministre, qui a été Premier ministre durant 2 ans, qui ne l'est plus, là, M. Yatsenyuk, et dont les membres du bureau sont pour la moitié d'entre eux des leaders d'organisations nazies ou d'extrême droite. Et enfin, l'actuel président de la Rada, donc le Parlement, est également le fondateur du Parti national socialiste d'Ukraine. Je vous laisse imaginer le programme. Et il a été également assisté de Dmytro Yarosh, qui est le dirigeant de Secteur Droit, donc pareil, un groupe néo-nazi, et qui devint par la suite conseiller du ministre de la Défense. Donc tous ces éléments, c'est pour préciser que si on a voulu faire passer ces messages dans les médias qui parfois étaient mal compris ou qui ont laissé entendre qu'on suivait bêtement la propagande du Kremlin, c'est pour montrer que ça se base sur des faits quand même assez graves et que l'Union européenne, par omission, n'a pas dénoncé. Voilà. C'est quelque chose, je pense, qu'il est important de retenir. Il nous a paru assez vital de rétablir ces faits-là, au risque effectivement de toutes les accusations manichéennes qui pouvaient avoir lieu. Si on n'était pas pour le Maïdan, c'était qu'on était pour Poutine. Voilà. Pour vulgariser. Je vais m'arrêter, je vais passer la parole à Ramzi sur l'action russe en Syrie. Évidemment, nous n'avons pas défendu les bombardements russes. Il s'agissait plutôt de s'indigner contre une indignation sélective, puisque d'un seul coup, les médias s'emparaient de bombardements importants sur la ville d'Alep, qui ont fait énormément de dégâts, et c'est vrai, sans rappeler que, notamment, la coalition internationale, dite internationale, qui est
engagée depuis plusieurs mois en Syrie, a elle-même mené plus de 4000 raids aériens. Et je pense pas qu'on puisse imaginer une seconde que ces 4000 raids aériens visaient uniquement des cabanes isolées dans le désert remplies de djihadistes. Voilà, donc c'est pour un petit peu contrer cette omission-là qu'on a voulu réagir là-dessus. Voilà, donc je vais donc maintenant passer la parole à Ramzi sur la Syrie. Donc bonsoir, donc, je vais vous présenter la position des Insoumis sur la Syrie. Juste avant, donc, pour présenter très rapidement, donc, moi je suis membre de la France Insoumise sur Montreuil et membre d'un collectif qui s'appelle les Citoyens Insoumis qui représente les membres non encartés ou une partie des membres non encartés de la France Insoumise. Et en fait j'étais pendant des années au parti de gauche référent sur la Syrie. Et c'est la raison pour laquelle je connais bien la position, en fait je participais à l'élaboration de la position de Jean-Luc Mélenchon sur la question syrienne. Et de la même manière, Frédéric, pendant plusieurs années, s'est occupé de la position de Mélenchon sur l'Ukraine. Et Georgie fait toujours la position sur la défense internationale qu'il vous présentera. Donc voilà, donc là vraiment le but c'est de bien vous faire comprendre l'analyse et la singularité, en fait, l'originalité et la justesse et la pertinence de la position des Insoumis sur la Syrie, qui est très souvent critiquée, mais qui en fait est justement critiquée pour son ça prouve justement son impertinence et son insoumission à l'ordre établi. Et donc je vais essayer d'éviter de vous rappeler peut-être des choses que vous connaissez déjà et insister un peu sur les points saillants et les points qui peuvent faire divergents, justement pour qu'on en débatte, qu'on en discute et que vous voyez que c'est la bonne position. Donc en fait ça s'inscrit dans une vision un peu générale qui est de constater en fait qu'il y a un projet général des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés, donc notamment du régime israélien et des monarchies du Golfe et de l'Arabie Saoudite, qui est d'instrumentaliser, de détourner des colères populaires parfois légitimes. Donc il n'y a pas invention en fait de contestation, il y a instrumentalisation de contestation pour déstabiliser, affaiblir ou détruire des adversaires géopolitiques. Alors soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons stratégiques ou militaires, mais dans tous les cas il y a le même schéma, qui est le schéma que ces puissances impérialistes qui ont l'argent, qui ont le financement, qui ont la puissance médiatique, vont réussir à détourner des protestations pour réussir à affaiblir et donc à déstabiliser et à mettre le chaos chez leurs adversaires, comme ce que Frédéric a expliqué pour la situation de l'Ukraine, et que pour ce faire, ils vont s'appuyer sur des discours de bonne conscience, et ils vont faire appel justement à la bonne conscience, et notamment d'une partie des opinions de gauche dans leur pays, pour justifier des interventions, des ingérences, dont les résultats, je pense qu'on sait tous à peu près les résultats catastrophiques que ça a pu donner en Yougoslavie, en Libye, en Irak et en Syrie particulièrement. Donc je vais vous montrer maintenant la spécificité de l'analyse sur la question syrienne, puisque vous ne pouvez pas non plus croire que c'est un schéma inamovible qui s'appliquerait partout, il y a des spécificités en fonction des situations. Donc ce que je vais vous présenter, c'est tout d'abord l'analyse sur la singularité du régime syrien, et ensuite l'analyse sur le soulèvement qui a eu lieu en Syrie et ce qu'on appelait la rébellion syrienne, et enfin faire un peu une synthèse des divergences qu'il peut y avoir avec d'autres forces de gauche, et notamment la gauche politiste qui aime bien nous critiquer sur le sujet. Donc sur le régime syrien, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout d'abord le régime syrien, alors on a parlé souvent des printemps arabes et des révolutions arabes, mais le régime syrien c'est vraiment une exception en fait parmi tous les régimes arabes. Il a une singularité, il a plusieurs singularités, mais une de ces singularités, c'est que c'est un régime en fait qui dès sa constitution est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Donc prêt au massacre, prêt aux instrumentalisations, prêt à jouer plusieurs cartes à la fois, mais il s'est placé de manière stratégique pour être incontournable et pour être indéboulonnable. Et ça, il faut bien garder ça en tête, parce que ça a des conséquences importantes sur la manière dont il faut réagir à la question syrienne. Si on comprend que ce régime a été conçu pour rester au pouvoir. Alors, sur le plan international, le régime Assad est en fait d'abord issu d'un putsch au sein du régime baathiste. Alors, le régime baathiste qui est au pouvoir en Syrie était plutôt proche du communisme, de l'Union soviétique, et il y a eu un putsch interne fait par Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, et la ligne de Hafez al-Assad, c'était le statu quo. C'était de se garantir de faire de la Syrie
un domino essentiel dans la région, celui qui allait maintenir le statu quo d'un côté comme de l'autre. Donc ça veut dire que, par exemple, déjà quand Hafez al-Assad était pas encore le président, mais était le responsable de l'armée, la Syrie soutient les Palestiniens, mais lorsqu'il y a la Septembre Noir, les massacres de Palestiniens en Jordanie, qui est son voisin, Hafez al-Assad n'intervient pas, fait ne pas intervenir l'armée, parce qu'il faut préserver certains équilibres. Lorsqu'il y a la guerre au Liban, tout le monde l'oublie aujourd'hui, puisque dans les grilles d'analyse aujourd'hui, ça paraît évident que la Syrie serait du côté des Palestiniens ou autre, mais en fait c'est la droite chrétienne conservatrice qui appelle la Syrie à l'aide, parce qu'elle se dit en fait face aux milices palestiniennes et aux milices de gauche qui sont prêtes à prendre le pouvoir, le seul qui peut nous aider à contenir cette force, cette pression populaire, c'est le régime syrien. Et donc le régime syrien intervient, laisse faire des massacres dans des camps de réfugiés palestiniens et assassine Kamal Jumblat, qui est à l'époque le leader de la gauche libanaise. Et c'est après cet assassinat fait et après ce ménage fait que la Syrie reprend son rôle de protecteur de la gauche, soi-disant de protecteur de la gauche libanaise et des Palestiniens au Liban. Donc c'est toujours ce rôle en fait du régime qui va maintenir le statu quo d'un côté comme de l'autre et qui sait se placer intelligemment pour se rendre indispensable. On peut multiplier les exemples, par exemple le Hezbollah qui aujourd'hui vient au secours de la Syrie, mais au moment où le Hezbollah prend trop d'influence au Liban, c'est là le régime syrien qui intervient pour réprimer le Hezbollah. Et donc quand on comprend en fait cette logique, où il y a aussi le fait que la Syrie soutient la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Donc quand on comprend cette logique, en fait on comprend que c'est un domino stratégique qui ne peut pas tomber si facilement que ça, qui ne peut pas tomber comme pouvait tomber par exemple le régime de Ben Ali. Et sur le plan intérieur, de la même manière, en fait, le régime, à la base, se crée sur une base confessionnelle, en encourageant les fractures confessionnelles, mais se garantit une base suffisamment solide, là encore, pour qu'il soit indéboulonnable. Il a ce soutien qu'on peut considérer d'une minorité, mais d'une minorité, en fait, qui a un besoin, qui se retrouve, en fait, inféodé au pouvoir et qui a un besoin vital de ce maintien du pouvoir pour survivre. Donc la base confessionnelle, donc c'est notamment les chrétiens, les druzes, les alaouites. Donc Hafez et Bachar al-Assad sont de communauté alaouite, en fait, qui est la même communauté que les Alévis en Turquie, qui est une dissidence du chiisme. Alors les Kurdes, par contre, sont complètement marginalisés. Ce n'est qu'en 2011, donc au moment de l'éclatement du soulèvement syrien, que les Kurdes syriens se voient reconnaître des droits de manière opportune. Et c'est la majorité sunnite qui fait les frais de la répression, et donc notamment la répression à Hama, où la ville est rasée, avec la justification qui est déjà donnée à l'époque par le régime, mais qui n'est pas fausse, en fait, qui n'est pas totalement fausse, donc il faut prendre en compte, qui est de dire, en fait, ce soulèvement à Hama, il est téléguidé par les frères musulmans. Si ces gens prennent le pouvoir, qu'est-ce qui garantit qu'ils ne vont pas massacrer les minorités? Et donc il y a toujours ce double jeu de dire on terrorise l'ennemi, et on dit aussi aux minorités, mais certes, on a une dictature, si on tombe, c'est peut-être vous les minorités qui serez massacrées. Et donc c'est de se rendre indispensable, en n'hésitant pas à faire preuve de cynisme, mais en fait, tout ça c'est connu, c'est sus en fait sur la stratégie du régime syrien, et lorsque les chancelleries occidentales et les pays du Golfe décident on peut le dire en fait, de répandre le chaos en Syrie en faisant rentrer des armes, en faisant rentrer des combattants étrangers, elles savent très bien qu'en face, le régime ne va pas tomber comme le régime de Kadhafi. Elles savent qu'en face, la réaction va être terrible. Et donc elles savent, dès le départ, en fait, que ce soulèvement va aboutir à une catastrophe, à un bain de sang. Et en fait, elles poussent, on peut dire, elles ont poussé au suicide les rebelles syriens. Et ça n'empêche pas de dire par ailleurs, là je passe à l'analyse sur le soulèvement populaire, parce que parfois c'est mal compris. Ça n'empêche pas de dire par ailleurs qu'il y a un véritable mécontentement populaire, comme il y a eu dans plein de pays arabes, contre le libéralisme, contre l'austérité, contre la pauvreté, contre la corruption, contre la dictature. Tout ça est vrai, tout comme, comme a pu dire Frédéric, la colère des manifestants du Maïdan en Ukraine avait des vraies raisons, il ne faut pas les nier. Mais à un moment donné, cette colère légitime est instrumentalisée par des pays dont le seul but est de déstabiliser la région, de détruire ou d'affaiblir plutôt l'État syrien, et de mettre le chaos. Et donc très tôt,
il y a militarisation du conflit. Et cette militarisation entraîne nécessairement changement de nature. Cette militarisation, elle est voulue par les deux camps. Elle est voulue par le régime syrien, mais elle est aussi voulue par les monarchies du Golfe, par les pays occidentaux, par le régime israélien. Et la militarisation, elle aboutit nécessairement, tôt ou tard, à l'hégémonie des forces les plus extrémistes. Pourquoi les plus extrémistes? Car ce sont ceux qui savent répondre à la violence. C'est ceux qui sont capables de répondre quand on leur tire dessus, en tirant en retour. Donc c'est ça qui explique comment, petit à petit, les forces djihadistes deviennent hégémoniques dans l'opposition, de la même manière qu'en Ukraine, à un moment donné. La comparaison, elle est intéressante, parce que c'est pas simplement une question d'islamisme ou autre, c'est vraiment la question du rapport à la violence politique. C'est-à-dire que les néo-nazis en Ukraine peuvent représenter 5%, si c'est eux qui savent se battre, et ben c'est eux qui prennent le leadership. Et c'est la même chose en fait. En Syrie, ceux qui savent se battre, nécessairement dans un soulèvement, dans une confrontation militaire, prennent le leadership. Et il y a un cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire qu'une partie de la population qui considère que le régime syrien est la pire des horreurs, qui ont vraiment subi ces atrocités, peuvent considérer à un moment donné que les djihadistes vont représenter un rempart face à ce régime, que ce sont les seuls qui sont capables de les défendre. Et une fois que ces djihadistes eux-mêmes auront commis des atrocités contre les minorités, les minorités, elles, vont considérer que le régime est le seul à même de les défendre. Et donc c'est une logique en fait qui renforce la violence dans les deux cas. Et la logique militaire, elle aboutit finalement, elle profite au régime d'Assad. Alors au début, le régime Assad est très affaibli militairement. Rapidement, il reçoit des renforts de soutien étranger, notamment via l'Iran. Et rapidement, l'opposition va éclater. Et donc l'opposition éclate. Donc on a un côté Daesh, l'État islamique. D'un autre côté, ce que la presse du monde libre persiste à appeler l'opposition laïque et modérée, qui est constituée du Front al-Nosra, donc en fait d'Al-Qaïda, qui se revoit labellisé en modéré. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls, c'est des vastes conglomérats, mais ils font partie de ce bloc qu'on qualifie de modéré. Et il y a les Kurdes qui jouent leur propre partition. Alors les Kurdes, encore, c'est pas les Kurdes en bloc, mais c'est les milices kurdes, le PYD qui joue sa propre partition. Et ces divisions en fait de l'opposition, Assad en joue, est capable à un moment donné, n'a pas, évidemment, son but c'est la survie, il n'y a aucun remords à soutenir à un moment donné une force plutôt que l'autre, à les laisser s'entretuer. Mais ce qui est terrible, c'est de se dire en fait que du coup, la population syrienne qui s'est révoltée, qui décidait à un moment, qu'on a incité à prendre des armes, à qui on a fait croire que c'était possible d'obtenir un renversement militaire comme en Libye, elle a été poussée au suicide, parce que là, dans le cas syrien, en fait, le renversement militaire était impossible. De par la nature du régime syrien, dont on savait qu'il ne lâcherait pas prise, mais même de par du fait que, en plus de ça, on peut se demander s'il y avait une réelle volonté que le régime disparaisse. Parce que le chaos en Libye, ça passe encore, mais en Syrie qui est aux frontières d'Israël, aux portes d'Israël, là, peut-être que le chaos n'est pas si intéressant que ça, et peut-être qu'à un moment donné, il y a aussi un jeu qui consiste à affaiblir, à mettre la pression au maximum sur le régime syrien pour l'affaiblir, pour l'empêcher notamment d'armer le Hezbollah, mais qui ne va pas jusqu'au bout de toute façon de le renverser, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le renverser. Ça risquerait peut-être de trop déstabiliser à un moment donné la région. Et là, pour ceux qui s'en rappellent, en fait, on retrouve un scénario similaire avec ce qui s'est passé en Irak en 1991. Après la première guerre du Golfe, le père de George Bush encourage les populations chiites à se révolter, à se soulever. Et finalement, voyant que peut-être ça va devenir incontrôlable, peut-être qu'en fait ces populations chiites, si elles prennent le pouvoir, elles ne seront pas très favorables aux États-Unis, et ben on les laisse se faire massacrer par le régime. Et c'est la stratégie du pourrissement qui est voulue par les Occidentaux qui se disent peut-être que ce pourrissement est encore la meilleure solution. Et donc, bon, on a vu de 92 à 2003, Saddam Hussein a encore tenu 11 ans, peut-être que Bachar el-Assad tiendra encore 11 ans. Et de manière consciente et voulue, par ceux-là même, en fait, qui se prétendent, qui s'autoproclament les grands défenseurs de la population syrienne, et qui nous reprochent de ne pas nous soucier du sort des civils syriens. Et donc, du coup, en fait, j'ai parlé tout à l'heure de divergence avec ce que j'appelle la gauche politiste. Et en fait, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'en fait, la divergence, c'est vraiment essayer de comprendre quelle part d'influence on peut avoir sur ce qui se passe. Est-ce que quand on reprend
ce qui se passe quand on insiste uniquement sur les massacres de population commis par le régime syrien? Est-ce que finalement on ne cautionne pas un discours médiatique qui va aboutir à remettre encore une pièce dans la machine pour suivre le calvaire? Donc tout d'abord sur la question russe, ce qu'il faut savoir, ce qui est très peu connu, c'est que la Russie, en fait, au départ, en tout cas, joue un rôle stabilisateur. C'est-à-dire qu'elle propose, il y a notamment les accords de Genève en 2012 et qui sont réitérés en 2014, où elle propose un gouvernement de transition avec le régime, avec l'opposition, qui pouvait même aller jusqu'à envisager le départ d'Assad, mais le départ d'Assad n'est pas mis en préalable. Le départ d'Assad est pensé comme étant la fin du processus. Et il faut savoir que en fait, ce que propose la Russie, à un moment donné, même les États-Unis indiquent que le projet leur semble tout à fait réaliste, et une partie de l'opposition syrienne également considère que ça pouvait être la bonne solution. Mais ce sont les monarchies du Golfe, et la France. Alors à ce moment-là, il y a la transition de Sarkozy à Hollande, en fait c'est la même politique, c'est le moment où en fait, la France est encore plus atlantiste que les atlantistes, et veut se montrer, alors évidemment pour aussi des questions de financement de la part des monarchies du Golfe, et donc se montre plus royaliste que le roi, et en fait insiste pour foutre en l'air cette solution négociée. Et ce qui est d'autant plus absurde dans le cas de la France, bon la France on a dit il y a la période toute indépendance, mais il faut savoir que beaucoup d'opposants syriens qui étaient favorables à participer à un gouvernement de transition, qui pouvaient faire des consensus, notamment les forces démocratiques syriennes ou le CNCD, en fait, qui sont des partis syriens qui ne s'étaient pas inféodés aux monarchies du Golfe, ce sont des opposants qui vivaient à Paris, qui avaient trouvé refuge à Paris pendant le régime syrien. Là, dans le cadre en fait, des travaux internationaux au Parti de gauche, je les ai rencontrés avec d'autres en fait, et qui nous expliquaient que eux, ils connaissaient en fait les gens du Quai d'Orsay, ils auraient pu avoir un rôle, mais à un moment donné, ils ont été déclarés persona non grata. Alors qu'ils avaient la solution, ils auraient pu aider au conflit, et du jour au lendemain, on leur a préféré des opposants sortis de nulle part, ou des hommes d'affaires qui étaient complètement inféodés à l'Arabie Saoudite ou au Qatar. Et je vous passe les rivalités Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, qui rajoutent une couche de complexité, mais qui de toute façon montrent bien que ceux qui étaient là, qui étaient disponibles, qui vivent à Paris, qui sont prêts avec la France aurait pu avoir cette voie d'indépendance, proposer cette voie médiane, les a complètement ignorés. Et c'est là qu'il faut voir, en fait, c'est que finalement, ce qu'a fait la Russie, donc comme l'a rappelé évidemment Frédéric, évidemment, qu'on est opposé à toute forme de tout bombardement, la question ne se pose même pas, mais ce qui est absurde, en fait, c'est de focaliser uniquement sur le bombardement syrien, sans voir tout le tableau. Et sans voir, en fait, que la France, le gouvernement français, de Sarkozy puis d'Hollande, a joué un rôle terrible dans le conflit syrien. Et nous, le devoir que nous avons en tant que citoyens français, là où nous pouvons avoir une influence, c'est sur notre propre gouvernement. C'est ce qu'explique par exemple Noam Chomsky pour le cas des États-Unis, c'est qu'on peut bien gloser sur ce que fait la Russie, le gouvernement russe, mais nous, de toute façon, nous n'avons pas d'influence sur le gouvernement russe. Nous avons une influence sur le gouvernement français, et nous aurions pu, peut-être, être plus nombreux à dire au gouvernement français, il faut arrêter cette collaboration, il faut arrêter d'entretenir les forces les plus radicales, les plus agressives et bellicistes en Syrie. Je rappelle qu'à un moment donné, Laurent Fabius avait dit cette fameuse phrase le front al-Nosra, Al-Qaïda, fait du bon boulot en Syrie. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre. Est-ce que c'est le rôle de la France de dire ça? Et alors, pareil, là, Politis, on voit parfois dans Politis des appels à donner des armes, livrer des armes aux rebelles syriens. Alors, tout d'abord, ils auraient pu se poser une question. Enfin, il n'y a pas que la Syrie. Est-ce que quelqu'un a déjà proposé, suggéré de livrer des armes aux Palestiniens qui sont massacrés depuis 1948? Bizarrement, la personne. Et alors, par contre, pour la Syrie, ça tombe en haut. Et là, certains reprennent comme ça, comme si leur était en disant bah oui, on va leur livrer des armes, ils vont faire leur guerre de libération. Mais ça ne marche absolument pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. Et donc, évidemment, tout ça, il y a de la propagande de guerre. De la propagande, il y en a dans les deux côtés. Là, je ne dis pas du tout qu'il faut reprendre la propagande de guerre syrienne ou russe. Il y a de la propagande de guerre des deux côtés, il y a des exagérations, des déformations des deux côtés. Mais quand on insiste uniquement sur les victimes du régime syrien, qui sont bien réelles, et quand on focalise uniquement sur ça, on se retrouve dans ce jeu, finalement, à cautionner, à servir la soupe au discours du gouvernement français, qui après, éteint la tour Eiffel, soi-disant pour soutenir les victimes syriennes, mais en fait remet à chaque fois des pièces dans la machine, en remettant des armes, en remettant de l'huile sur le feu, en empêchant un accord négocié et une solution négociée au conflit. Et donc voilà, je vais passer
la parole à Georgi Kuzmanovic. Donc moi c'est Georgi Kuzmanovic, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable du livret Géostratégie et défense pour la France insoumise, qu'on devrait présenter le 14 mars, date anniversaire des 50 ans, où le général de Gaulle a fait partir les troupes de l'OTAN et des États-Unis du territoire national de la France, et qui a été remis à l'ordre du jour par une loi d'avril par le président François Hollande, qui réautorise les troupes américaines à opérer sur le territoire national. Les questions et je suis secrétaire national du parti de gauche sur les questions internationales et de défense. Les questions internationales sont pour nous centrales parce qu'elles pèsent sur tout le reste selon pour des raisons que je vais vous exposer. Aussi bien sur la transition écologique que sur tout simplement le travail et l'emploi. En un mot, nous sommes pour l'indépendance de la France, c'est le terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon, et pour que la France redevienne un pays pivot au cœur des nations, dans le cadre d'une ONU réorganisée et reconstituée et renforcée comme seul cadre de régulation des relations internationales. Donc nous sommes pour la sortie de tous les traités de libre-échange qui conditionnent le fonctionnement des États et en général écrasent les peuples, et donc tous leurs différents organes, par exemple l'OMC ou le FMI. Nous sommes donc évidemment pour la sortie de l'OTAN, puisque c'est une alliance qui n'a plus lieu d'être vu que le pacte de Varsovie n'existe plus. Sortie des différents traités de libre-échange. Nous sommes, pour faire simple, pour une sortie de l'Union européenne et de l'euro par le plan A, plan B, c'est-à-dire que nous refusons d'avoir les traités de libre-échange qui s'appliquent comme ils s'appliquent actuellement, tels qu'ils sont imposés par l'Union européenne. Nous sommes pour la constitution de nouvelles alliances internationales, par exemple avec l'arc méditerranéen, un rapprochement avec les pays du Maghreb, avec la Russie si ça fait sens, sans casser les autres alliances possibles. Il est hors de question évidemment d'entrer en quelconque conflit, y compris commercial, avec les États-Unis. Parce que nous voulons un nouveau rapport au reste de l'humanité, nous considérons internationalistes en ce sens-là que les citoyens du monde entier sont nos frères, et qu'il n'y a aucune raison, si ce n'est des raisons que s'invoquent certains, mais il n'y a aucune raison pour que nous dominions les autres peuples et les exploitions pour vivre infiniment mieux qu'eux. Ce qui nous amène à ce que nous avons fait avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on nous reproche souvent comment vous allez sortir, comment sortir des traités, la mondialisation, c'est une nécessité, il n'y a pas d'autre alternative. On en revient à Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'autre alternative. Eh bien, il y en a une, justement, qui est très intelligemment, par les médias aux ordres, maintenue sous le boisseau, et donc, en général, on n'en entend pas parler. C'est une initiative de l'ONU, donc l'instance de régulation que nous souhaitons renforcer, qui a été lancée par l'Afrique du Sud et l'Équateur en juillet 2014, et qui consiste à mettre en place, négocier au niveau international un contre-traité de libre-échange qui impose des normes sociales et environnementales aux multinationales. C'est en cours, ça existe, nous y étions en octobre 2016 avec Jean-Luc Mélenchon, seul intervenant, alors pas chef d'État, puisqu'il n'est pas encore, j'espère qu'il sera président, mais il n'y en a pas d'autres. Par contre, tous les États étaient représentés, tous, sauf nos amis des États-Unis. C'était le second round. Les États-Unis ont refusé de faire cette négociation. L'Union européenne est restée un jour pour essayer de la casser, au titre que, selon le fait que la loi doit s'appliquer de la même manière à tous, on ne pourrait pas avoir une loi qui s'applique aux multinationales, donc à une personne morale spécifique. Elle devrait s'appliquer à l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises nationales. L'objectif de cette argutie juridique, c'est de faire chuter tous les États qui étaient prêts à le signer, en particulier les BRICS, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. L'Inde, la Chine ou la Russie ne sont pas toujours très respectueuses
des droits de l'homme ou des conditions de travail ou des risques environnementaux, mais ils étaient prêts à rentrer dans une négociation pour leur multinationale. Et c'est important parce qu'on peut imposer quelque chose à une instance puissante comme une multinationale, mais c'est plus difficile de demander à toute une économie indienne qui fonctionne sur le travail de la récupération dans des conditions de vie évidemment extrêmement difficiles, mais on ne peut pas reformer tout le tissu industriel des PME indiennes. Donc l'idée de l'ONU était de faire décrocher les BRICS sur cet argument juridique. Donc quand je disais que tout cela est coordonné, c'est parce que nous souhaitons une transition écologique. Elle est nécessaire, tout le monde le sait bien, on ne va pas développer ici les problèmes environnementaux nationaux et internationaux. Il faut cette transition écologique. Nous souhaitons également une réindustrialisation respectueuse de l'environnement, et cette réindustrialisation est nécessaire en France, compte tenu du chômage et des 9 millions de pauvres. Il faut bien que les gens travaillent. Et tout ça n'est possible que si on applique une politique protectionniste, c'est-à-dire qu'on se dégage des traités de libre-échange. C'est le moyen pour y arriver. Là, je fais un petit aparté sur l'Ukraine. Point qu'on oublie très souvent, c'est que les oligarchies et les multinationales ont un intérêt mais immense à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, pour la simple raison que c'est un très grand pays qui compte 46 millions d'habitants et que le salaire moyen il est de 50 €. Imaginez la violence du dumping social quand ils rentrent en concurrence, ne serait-ce qu'avec des Polonais qui sont à 400. Ne parlons pas de ces multimilliardaires travailleurs français qui travaillent au SMIC, qui est tout à fait un salaire inadmissible pour certains patrons. Et c'est là pardon, ça hurle un peu, c'est là que on se détache totalement d'un François Hollande. Lapsus est révélateur d'un Benoît Hamon. Parce que Benoît Hamon a d'excellentes idées, mais Valls a raison. Quand Valls lui dit « mais tu ne peux pas financer ton programme ». Alors, il ne peut pas le financer tant qu'il ne rejette pas les traités, tant qu'il ne rejette pas ce qui est imposé par l'Union européenne. Bien sûr qu'on peut le financer, mais on doit sortir. Or, on risque de se retrouver avec un Benoît Hamon qui paraît bien, qui est jeune, qui a des super idées, mais qui va proposer quelque chose comme « mon ennemi c'est la finance, je veux tout faire une transition écologique, donner du travail à tout le monde, mais par contre, je reste les mains complètement liées sans sortir de ces traités ». Donc le moyen, c'est bien la souveraineté nationale, pour redonner la souveraineté au peuple, dans une logique que ça un peu qualifier de jurassienne, mais c'est parce que nous sommes internationalistes et que ça ne condamne pas les alliances et les relations avec les autres peuples, mais sur un pied d'égalité et pas pour le bénéfice des oligarchies. Voilà, je crois que j'ai fait 6 minutes 30. On les prend par 4. Alors, on va peut-être prendre 3-4 interventions. Après, il y aura les réponses de deux intervenants et puis après une autre série de questions. Oui, bonjour. Je suis tenté de voter Mélenchon. En fait, je vais voter Mélenchon parce qu'il a proposé la sortie de l'OTAN et ça me paraît extrêmement important pour la paix. Si un grand pays quitte l'OTAN, ça va rendre cette organisation qui est extrêmement agressive, belliciste et qui est en pleine démesure, en fait, en pleine hybris depuis qu'elle a réussi à renverser sans coup férir le régime libyen. Ils sont prêts à faire la guerre, ces gens-là, et si la France quitte l'OTAN, ils seront un peu moins prêts à faire la guerre, et en tout cas, s'ils la font, on ne sera pas dedans. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, il y a une autre chose. Il m'a semblé que la position de Jean-Luc Mélenchon, elles étaient plus simples que tout ce que vous avez dit. J'ai l'impression qu'il est contre l'ingérence, d'une façon générale. Il est contre l'idée que nous, les Français, on doit décider qui va gouverner la Syrie. C'est quand même un peu fort, à la fin. Je veux dire, nous, on se mêle de tout le monde, on regarde les élections sont... Par exemple, on va au Congo, on se met à insulter le gouvernement congolais parce qu'il triche aux élections, soi-disant, mais est-ce que les Congolais viennent chez nous pour voir si la primaire du PS n'a pas été truquée? Je veux dire, et c'est... franchement, j'en ai marre de ça, et franchement, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est arrêter avec ce délire d'ingérence. On n'est plus à l'époque coloniale, on a colonisé la Syrie autrefois, on est parti, et il n'y a pas de raison d'y retourner comme ça. Et c'est pareil, il y a un discours d'une
prétention impérialiste, d'un mépris des autres peuples quand on dit qu'on va installer les droits de l'homme ou la démocratie là-bas, alors qu'on ne sait rien du tout, on ne sait même pas qui, on ne sait absolument rien de la situation. On débarque là-dedans avec nos Marines, avec nos forces spéciales, avec nos ONG et tout ça, et puis en plus on se fait berner par des gens qui nous racontent ce qu'ils veulent pour passer à la télé, qui font exactement le contraire dès qu'on a le dos tourné. Franchement, je pense que le simple bon sens, et puis aussi le refus de l'impérialisme, tout simplement, fait qu'il faut arrêter ces ingérences. Jean-Luc Mélenchon, il va dans cette direction-là, c'est le seul qui va dans cette direction-là, c'est pour ça que je voterai pour lui. Et par contre, je voterai jamais pour Hollande, pour l'autre, là, j'ai oublié son nom, jamais pour lui, parce qu'il n'est pas dans cette ligne-là, et à la limite, je vote contre lui. Voilà. Ouais. Oui, bonsoir, Pierre Guillemot de Montreuil. C'est dommage que vous n'ayez pas suivi le conseil de ce monsieur, parce que vous avez plein de questions au travers de vos interventions. Alors moi, je voudrais vous poser une question à vous, monsieur. Vous avez parlé de l'OTAN. J'aimerais savoir de quelle façon vous envisagez de sortir de l'OTAN. Et vous, monsieur, vous parlez des décisions prises dans le domaine des guerres, et quelle est la cause profonde et qui décide, parce que nos élus, quels qu'ils soient, après être élus, faut pas croire, mais ils n'ont pas de pouvoir, et ils sont à la botte d'organismes qui prennent les décisions pour eux et qui leur donnent des ordres. Alors au niveau du financement aussi, j'aimerais savoir d'où vient cet argent, comment s'appelle ce type d'argent. Merci. Vous prenez un groupe de questions. Alors, écoutez, moi je n'ai pas de questions, je voulais juste revenir sur un sujet que je connais un peu, c'est le Moyen-Orient, la Syrie. Bon, je partage ce que vous avez dit, ce que j'en sais en tout cas, mais je voulais juste reprendre certains petits points. D'ailleurs, c'est plutôt complémentaire que contradictoire. Hein. Bon, effectivement, Assad, père, est entré dans la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Mais je sais que dans les opinions publiques arabes, on disait qu'il y était entré, ça ne l'exonère de rien, hein, mais qu'il y était entré pour savoir justement ce qui se passait. Vous vous souvenez que dans les journaux français, on l'appelait le Bismarck du Moyen-Orient, parce que justement, il avait une certaine habileté politique à garder ses équilibres dont vous parliez. Donc en fait, voilà, il faut quand même peut-être penser qu'il y est entré. Parfois, il faut mieux combattre les ennemis de l'intérieur, parce qu'il savait qu'après... peut-être après l'Irak de Saddam Hussein, c'était lui qui pouvait y passer. Voilà. Ça, en tout cas, ça se faisait beaucoup dans les pays arabes. Pour la Russie, alors là, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, parce qu'on parle des ingérences étrangères, et bien sûr, on nous dit la Syrie, c'est une ingérence, la Russie fait une ingérence en Syrie. Non, pas du tout. Il y a eu des accords de partenariat, d'alliance, entre la Syrie de Bachar el-Assad et la Russie, et donc Poutine ne fait qu'honorer ces accords de partenariat, d'alliance. Donc je le dis parce que ça peut être un argument quand on vous dit « Ah, mais il y a une ingérence là, etc. » Non, non, c'est pas tout à fait du même ordre. C'est un accord de partenariat qui autorisait la Russie à intervenir. Par ailleurs, quand même, je suis un peu étonné que les pays occidentaux n'aient pas pu penser que, ça ne contredit quand même pas ce que vous dites, hein, je pense que là, il y avait de l'arrogance complètement et un calcul, parce qu'on était tellement sûr qu'on allait gagner, quoi, finalement, que ça allait être facile de déstructurer le pays, mais que les Occidentaux n'aient pas pu penser que la Russie allait intervenir en Syrie, étant donné que justement l'OTAN, les manœuvres de l'OTAN par l'Ukraine et les autres pays qui entourent la Russie, ces manœuvres visent justement à isoler la Russie, à tenter de la réduire et à la faire réagir finalement. Enfin ça, je crois que ça a été quand même analysé aussi. Hein. L'OTAN essaye de cerner la Russie de manière à faire qu'elle ait moins de pouvoir et qu'elle réagisse peut-être.
Attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai aussi été dans les médias, très étonnée qu'on parle toujours au nom, ça c'est un truc de certains journalistes. On parle du peuple syrien, on parle toujours au nom du peuple syrien, comme on parle de cette communauté internationale, qui est un mot qui a été inventé de toutes pièces par certainement des gouvernants de l'ONU. Et puis le peuple syrien, qu'est-ce qu'on met derrière le peuple syrien? Donc ces gens qui s'arrogent le droit de parler au nom du peuple syrien, le peuple syrien il est assez divisé. Et moi je connais des gens qui n'étaient pas du tout pour Bachar el-Assad et qui, avec ce qui s'est passé, ayant très conscience que c'est un complot impérialiste et qui ont beaucoup perdu avec Bachar el-Assad, et bien se sont rangés du côté de Bachar el-Assad tout en sachant qui il était, bien sûr. Voilà. Donc je voulais juste dire, bon j'ai peut-être d'autres choses à dire, mais enfin voilà, je voulais dire ça déjà. Merci. On prend une question. Dernière question. Et il y aura une deuxième vague. C'est pas une question, c'est une participation au débat. Oui, moi je me dis que Bachar el-Assad est un dictateur qui a brimé son peuple, il a brimé des manifestations, il a brimé la classe ouvrière, il a bâillonné les droits en Syrie, hein, les droits démocratiques. Et donc, comme dans le printemps arabe, dans un peu tous les pays, eh ben, le peuple syrien a voulu se révolter et dégager Bachar el-Assad. Donc, voilà. Après, effectivement, il y a eu un ralliement des forces islamistes, etc. Et du coup, la situation est devenue très, très compliquée. Et elle est compliquée quand il y a justement le réveil de ces tensions, de ces voilà, des religions. Et je pense que les Européens et tous les gens qui étaient autour ont réveillé un peu tout ça et ont aiguisé en fait les tensions qui existaient en Syrie, et d'autant plus qu'il y avait des enjeux quand même de géopolitique. Donc la Russie, comme les États-Unis, je pense qu'ils avaient intérêt à se surveiller, chacun avait ses intérêts à sauvegarder, et du coup, voilà, le peuple syrien a été un peu l'otage, et a été victime aussi de l'ingérence. Moi, je suis tout à fait d'accord, je veux dire, c'est pas aux étrangers, aux puissances internationales, de régler le problème syrien. C'est aux Syriens de régler leurs problèmes, de faire leur révolution, etc. Après, on peut effectivement les soutenir dans leur lutte contre Bachar el-Assad, mais je crois que les intérêts géopolitiques ont été plus forts et du coup n'ont pas permis à cette révolution d'aller jusqu'au bout. Alors pour répondre rapidement, donc ce qu'a dit Gilles donc, sur l'ingérence, voilà tout à fait. C'est à ça notamment que je faisais allusion en parlant de Noam Chomsky, et en fait de toutes les... c'est que non seulement il n'y a pas de devoir d'ingérence, comme veut nous le faire croire Bernard Kouchner ou Bernard-Henri Lévy, donc parfois la prose en fait est reprise à gauche, mais en fait moi je dirais même le contraire, il y a un devoir de non-ingérence. C'est quand on voit que notre gouvernement s'ingère, finance des groupes terroristes à l'étranger ou déstabilise des pays, on a un devoir de les dénoncer et de ne pas se rendre complice de la propagande de guerre. Tout simplement. Sur la question de qui prend les décisions, alors je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la question, mais je vais essayer de répondre, parce que si vous parlez des rebelles syriens, on sait que c'est financé par les monarchies du Golfe. Donc c'est l'argent du pétrole. Et c'est les États-Unis. Et en fait, bon, ce que vous avez dit par rapport au gouvernement, bon, alors c'est vrai qu'on peut poser la question pour la France, dans le sens où ce qu'on voit dans le cas français. Autant pour les États-Unis ou les pays du Golfe, ou le régime israélien, le comportement est rationnel. Sur des États, on peut dire ils agissent pour préserver leurs intérêts, quoi qu'on pense de leur intérêt et de ces régimes. Pour la France, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'irrationnel. C'est qu'on peut penser que nous avons des gouvernements, le gouvernement actuel, en fait, ne vont même pas dans le sens des intérêts de la France, même pas dans le sens des intérêts bien compris de la France. Et là, ça vient du fait, il y a plusieurs facteurs, mais en fait vraiment qu'on a une élite politique qui est complètement inféodée à un discours atlantiste, sioniste, dans les médias,
qui est totalement de la grille de lecture du choc des civilisations, sans même voir que cette grille de lecture, en fait, elle est fausse de bout en bout, puisque on part de la lutte contre, soi-disant, on va bombarder Daesh contre les djihadistes, mais avec nos alliés de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, c'est une grille de lecture qui est complètement fantasmagorique, mais qui visiblement réussit quand même à marcher sur nos dirigeants actuels. Alors espérons qu'on va mettre un grand coup de balai, parce que comme a rappelé Georges, en fait, même un Benoît Hamon, lorsqu'on gratte un peu le programme, finalement, ça reste dans la logique du Parti Socialiste. Ouais, je peux avoir répondu aux questions et je passe à Georges. Juste sur la question de l'OTAN, je vais vous répondre. J'ai pas bien compris le sens de votre question. C'est la question juridique. Le traité de l'Atlantique Nord, c'est un traité, ça se dénonce comme ça. Il n'y a pas de difficulté juridique là-dessus. Sur la question pratique, ce que je peux juste vous dire, après je passerai peut-être la parole à Georges, c'est que aujourd'hui l'OTAN, ça mobilise énormément de personnel militaire français, qui sera bien plus utile dans le cadre des tensions de rotation de notre personnel en ce moment, à notre disposition que à disposition de l'OTAN. Voilà. Oui, donc sur la sortie de l'OTAN, on peut faire une chose immédiatement, c'est la sortie du commandement intégré, là où nous a remis Nicolas Sarkozy. Le reste est compliqué et se fait sur plusieurs années, parce que sous le concept de Smart Defense, donc la défense intelligente, l'OTAN imbrique les systèmes de défense et les industries de défense au niveau de l'Union européenne, de telle manière que s'en extraire est très compliqué. Ce que je veux dire ne veut pas dire qu'on devrait faire la guerre au Mali ou en Libye, mais ces guerres que nous avons menées sont impossibles sans la logistique des États-Unis. Et donc, nous, ce que nous préconisons, c'est repenser la position géostratégique de la France et redimensionner les forces militaires françaises en fonction de nos objectifs géopolitiques globaux. Ce qui consiste à faire une pause stratégique. Donc tout simplement, on arrête les missions, en particulier otaniennes, on ramène les troupes et on réfléchit comment on se réorganise pour les choses qui vont nous manquer si on sort de l'OTAN. Sur ce que monsieur a dit en première question, mais oui, évidemment, on est d'accord, hein, c'est très bien résumé, je le reprendrai, et qu'on est contre l'ingérence. Robespierre disait que les peuples sont contre les missionnaires armés, et nous sommes entièrement d'accord avec cela. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une réflexion sur le devoir d'ingérence. Parce que le devoir d'ingérence est très bien passé et passe très bien comme argument dans les médias, parce que ça se passe toujours au moment où on voit des pauvres gens mourir. Et ça semble, n'importe quel BHL passe à la télé, il dit devoir d'ingérence, il faut intervenir, regardez, il meurt, bon, il est difficile de... oui, mais pourquoi pas, mais sous mandat de l'ONU. Voilà. S'il doit y avoir une intervention, parce qu'il y a un zinzin quelque part qui massacre sa population, pourquoi pas, mais sous mandat de l'ONU. Ça me permet de rappeler qu'une des causes de la manière dont la Russie est intervenue en Syrie, c'est parce que en octobre 2015, ils avaient proposé une coalition internationale sous mandat de l'ONU. Poutine avait fait la proposition à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui a été rejetée par l'autre là, c'est pas Benoît Hamon, c'est quoi? C'est François Hollande. Pardon, excusez-moi. Par François Hollande. Et que bien évidemment, le devoir d'ingérence fait sens que s'il est appliqué systématiquement à tous les cas où il y a des massacres. On se couvre de ridicule à l'international immédiatement et dans l'histoire quand on est comme un casse-neuve et qu'on arrive à la tribune de l'Assemblée nationale et qu'on menace la Russie de tribunal international pour crimes contre l'humanité pour ce qui s'est passé à Alep, alors qu'au même moment, nos alliés écrabouillent le Yémen d'une manière tellement violente que le dernier rapport de l'UNICEF, nous sommes arrivés à 15 millions sur une population de 28 millions d'habitants, c'est 15 millions, donc plus de la moitié, qui sont en risque de malnutrition, dont 2,5 millions d'enfants, et 500 000 enfants, hein, c'est un demi-million d'enfants, sont en malnutrition grave selon le rapport onusien de l'UNICEF. Malnutrition grave, j'ai travaillé 4 ans dans l'humanitaire en Afrique, enfin, pas qu'en Afrique,
C'est malnutrition grave, c'est l'état où on voit les côtes, l'enfant est décharné et le ventre est là parce qu'il est rempli de verre. Donc ça c'est la situation au Yémen. J'ai pas entendu qu'il y avait un besoin pressant d'ingérence humanitaire. Pourtant, s'il y a quelque chose à faire, c'est là-bas, c'est ouvrir les ports, puisque l'Arabie Saoudite fait un blocus d'un pays qui apporte 90% de sa nourriture. Là-bas, derrière. Il y a un tir groupé là-bas. Georgie vient de parler de Mossoul. Moi, je voudrais ajouter Deir ez-Zor. 100 000 habitants assiégés depuis 2 ans par Daesh. Et on en parle guère dans nos médias. Pourtant, 100 000 habitants, quand il y en avait à peu près le même nombre à Alep, on en avait beaucoup entendu parler. Hein, il pourrait y avoir un petit peu d'émotion aussi de ce côté-là. Une autre remarque qui porte sur les ingérences en Syrie. J'ai lu il y a quelques mois un rapport qui était d'un parent du président Kennedy. Son nom était aussi Kennedy, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était un neveu. Robert Junior. C'est Robert, bon. Et qui était publié dans une revue américaine Politico, et qui expliquait en long, en large et en travers toutes les ingérences américaines au Proche-Orient. En dehors de celles en Iran qui a renversé Mossadegh et qu'on connaît bien, c'était assez impressionnant. Et naturellement, ça se terminait sur la Syrie, avec la question du pétrole, du fameux pipeline qui devait traverser la Syrie et que Assad a refusé. Et ça expliquait aussi beaucoup de choses. Troisième petite remarque aussi, elle concerne la dimension religieuse, parce qu'on en parle très souvent. Dans les pays arabes, les diverses religions ont tant bien que mal coexisté. Tant bien que mal, avec des épisodes violents, mais coexisté. Aujourd'hui, le grand projet américain et le grand projet sioniste, c'est de morceler le Moyen-Orient en petits États confessionnels. Et ça, c'est dramatique. Et ethnique. Juste une petite aparté sur la question de l'ingérence. Je me mets sous l'autorité de Georgie, mais il me semble bien que Poutine a été un des premiers à réagir à ça quand il y a eu l'invasion de la Libye, puisqu'il s'était retourné contre son propre président d'alors qu'il avait propulsé. Et que du coup, donc, il a enclenché, me semble-t-il, des législatives un petit peu fabriquées pour pouvoir revenir au pouvoir. Mais la question de l'ingérence était également insupportable donc, pour Poutine. Moi, je voulais juste... tu m'as volé donc juste le sujet justement sur la question religieuse, la balkanisation religieuse au Moyen-Orient. Donc Ramzi répondra. Moi, ma question, elle avait trait surtout à ce qui s'est passé ce matin sur le perron de l'Élysée avec la déclaration de Benoît Hamon. Donc je m'adresse principalement à toi, Georgie, parce que je sens que dans les prochaines semaines, c'est toi qui vas devoir conseiller Malus Militari, notre orientation géopolitique à grands frais sur le devant de la scène par rapport à ce qu'il a dit ce matin, parce qu'il a parlé essentiellement de défense et de réorientation donc de la question de l'OTAN et surtout de l'empreinte donc de l'Union européenne là-dessus. Est-ce que je peux avoir la gentillesse de revenir un peu sur le contenu donc de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dans son blog, qui était vraiment très intéressant, sur justement tout ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne pour cadrer ça de façon à ce qu'on ne puisse plus bouger à l'intérieur de nos pays et subir donc un surcroît de budget militaire par-dessus notre propre application dans l'OTAN actuelle pour créer une forme de défense européenne qui intervienne donc contre Poutine. Ce qu'on a peut-être peu dit là ce soir, c'est que nous sommes surtout pour la paix, nous ne sommes pas pour une logique de guerre, et que ce qui m'inquiète beaucoup dans les déclarations de ce matin, dans les déclarations de ces derniers jours, de ces dernières semaines, notamment dans la primaire, c'est qu'en réalité, on n'a pas l'impression que ce sont des gens qui arrivent au pouvoir pour essayer d'instaurer un équilibre international pacifique. Ils sont là véritablement dans un engrenage belliciste. Et je commence vraiment à être extrêmement inquiète. Et c'est pour ça qu'indépendamment de nos partis pris
politique, socio-économique, etc., ou même par rapport donc à nos rapports ou pas avec les Russes, c'est pas le problème. C'est que je pense effectivement que la campagne présidentielle va se passer, et donc tu me confirmeras ou pas, Georgie, comment tu le sens, mais va se passer sur cet enjeu-là, je pense, principalement, c'est qu'on va supprimer tous les aspects programmatiques importants donc, qui concernent la France, hein, comment est-ce qu'on construit notre avenir, et ça va être résumé simplement à savoir, donc nous sommes les méchants, nous de notre côté, les insoumis, on est les méchants parce que, voilà, bon, on se met du côté de Poutine, on se met du côté d'un tel, et je pense que ça va se passer là-dessus. Donc voilà, c'est un peu mon inquiétude en ce moment. Il me semble que la question de l'ingérence, c'est une discussion à elle toute seule. Donc c'est dommage que ça soit brouillé avec d'autres sujets. Il me semble par exemple que la question de l'ingérence, par exemple, elle pouvait se poser aussi vis-à-vis des brigades internationales. Est-ce que le gouvernement de gauche était fondé, par exemple, de réprimer les camarades qui allaient lutter contre le nazisme en Espagne? Voilà. Est-ce que, par exemple, les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, ce serait une nation qui existerait s'il n'y avait pas eu l'ingérence de troupes françaises à l'époque de la proclamation de leur indépendance? Donc l'indépendance, enfin l'ingérence, ça dépend de qui et pourquoi faire. On est bien d'accord, ça dépend de qui et pourquoi faire. Si c'est pour restaurer la puissance d'un dictateur, et c'est le gouvernement français, qu'il soit de droite ou de gauche, ils savent très bien faire ça depuis de longues années. Maintenant, effectivement, je trouve que un dictateur parmi d'autres comme Bachar el-Assad devrait mettre son mandat électoral en jeu devant le peuple, hein, bien sûr. Voilà. Et s'il ne veut pas le faire spontanément, eh bien, la moindre des choses, ce serait qu'il y soit contraint. Bonjour, bonsoir. Ce qui est intéressant dans vos exposés respectifs, c'est que lorsque je les ai entendus, je ne peux m'empêcher à penser ce que De Gaulle disait concernant la géopolitique: il n'y a pas de politique hors des réalités. L'histoire n'est pas comique, l'histoire est tragique. Et les relations internationales, c'est une partie qui, je ne sais si elle est de poker ou autre, une partie d'échecs, mais chacun, comme on dit, joue sa partition. Si Poutine a été et a, je dirais, des ambitions concernant la Syrie, c'est que tout simplement, le seul endroit où la Russie dispose de quelque chose en Méditerranée, c'est en Syrie. Voilà. Donc il ne faut pas aller, si la Syrie ne correspondait pas à un intérêt particulier pour la Russie, on ne parlerait pas forcément de la Russie dans cette partie du monde, mais on pourrait en parler dans d'autres parties du monde. J'aurais deux questions volontairement poil à gratter à poser. La première, on a des objectifs politiques. Avons-nous les moyens de notre politique? Ce n'est pas tout de dire on veut, on veut, on veut. Tout le monde veut, mais tout le monde ne peut pas. La deuxième chose, nous sommes quand même dans un ensemble qui est l'Union européenne, et je suis alter-européen car je ne tiens pas à l'Europe telle qu'elle est. Mais je dis aussi, nous sommes quand même dans une zone où nous pouvons avoir des alliés. Ce que je regrette un peu dans les discours que j'entends, c'est qu'on a l'air de faire un peu cavalier seul. Je voudrais savoir sur qui allons-nous nous appuyer, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde, y compris dans un certain nombre de pays avec lesquels nous n'avons peut-être pas les meilleures relations, mais où à l'intérieur il y a des forces qui peuvent aider la politique française. Et je crois que c'est là que se situe la géopolitique. C'est là que peut se situer la politique de la France.
nous sommes tout à fait d'accord pour dire que nous ayons une vision de paix et non de guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation internationale est infiniment plus grave que ce que l'on pouvait imaginer à l'époque de la chute du mur, où tout le monde a imaginé qu'on entrait dans le monde du village mondial et que finalement le monde était un monde de bisounours. Nous voyons bien que ce n'est pas le cas. Mais je répète, je pose ces deux questions. Avons-nous les moyens de notre politique? Sur quels partenaires, y compris européens, allons-nous nous appuyer? On fait 4 par 4. On est 4 par 4. Après, ça fait un peu long. Pour pouvoir répondre à la question. C'est le tir groupé là. Ah, ça ressemble. Oui, moi c'est même pas une question, c'est juste une petite réflexion par rapport à ce qui avait été dit par Ranzy. Hein. Justement, bon, tu as parlé beaucoup de politis, et bon, j'ai peut-être une piste pour faire comprendre pourquoi politis a cette position, par exemple, par rapport à la Syrie. Bon, je désapprouve totalement. Et il suffit de regarder tout à fait au début, la première page de Politis, dans l'ours de Politis, et comme par hasard, on voit qu'il y a un partenariat avec Radio Orient. Et qui détient Radio Orient? Qui c'est qui me répond à la question? Comme par hasard, la famille Hariri. Et qui est la famille Hariri par rapport à l'Arabie Saoudite? Bon voilà, j'en dis pas plus, mais c'est tout. C'était une petite piste comme ça qu'il faudrait gratter. Voilà. Bon, puisqu'il est là, le micro, je le prends maintenant. Moi, je dis tout de suite que je précise que je voterai sans aucune retenue pour Jean-Luc Mélenchon, sans problème, et que j'apprécie notamment beaucoup ce que j'ai pu voir ce matin sur ma page Facebook, à savoir la réponse, et les questions que Mélenchon pose à Hamon. Je trouvais que c'était très clair et très net. Juste une petite... Là, moi, c'est pas tellement des questions, c'est aussi des petites précisions. Je suppose que tout le monde sait que la ministre des Finances Ukraine, de l'Ukraine, jusqu'à 24 heures avant de prendre ses fonctions de ministre, était de nationalité états-unienne. Et que c'est sur un décret du président qu'elle est devenue ukrainienne. Je peux même rajouter, elle était diplomate. Donc elle travaillait oui, au secrétariat d'État. Voilà, non mais c'est pas une américaine. Elle était déjà dans l'administration américaine et elle devient en 24 heures ukrainienne et ministre des Finances. Petit détail. Autre précision, au tout début, ont été évoqués les différents budgets militaires. Il faut savoir que le budget militaire de la France est supérieur à celui de la Russie. C'est quand même aussi intéressant de le savoir. Dernière petite chose, il serait très important que nous creusions le sujet du rôle que joue un personnage important dans l'ombre de Trump et qui s'appelle Bannon. Parce que ce personnage est très certainement l'éminence grise la plus dangereuse actuellement en poste à Washington, plus encore que ne le sont les différents racistes, fascistes et autres qualificatifs que l'on peut donner à ceux qui ont été nommés depuis que Trump est en place. Dernière petite chose, concernant l'ingérence, et je ne peux pas être d'accord par contre avec le propos du camarade qui dit si Bachar el-Assad il fait pas ça, il faut le forcer. Ben non, parce que ça s'appelle une ingérence. Et donc ça regarde le peuple syrien. Quand moi je suis internationaliste et à fond pour la position suivante, c'est au peuple de décider par eux-mêmes de leur avenir, de leur gouvernement, de leurs orientations, de leurs choix. Personne n'a à venir dire à qui que ce soit ce qu'il a à faire chez lui. Et les brigades internationales en 36 ? C'était pas un État. C'était pas un État, d'une part, et deuxièmement,
ceux qui sont allés lutter en Espagne n'allaient pas lutter contre le nazisme, parce que si tu veux jouer sur le terrain de la précision des mots par rapport à l'histoire, il faut être très précis. C'était défendre la République contre un personnage qui s'appelait Franco, et lequel Franco avait fait tout simplement un coup d'État militaire. Mais nazisme n'est pas le mot propre en histoire. Fascisme. Je dis fascisme. Fasciste, voilà, mais c'est pas la même chose. En histoire, il faut être précis. Oui, c'est bon, merci. C'est pas le nazisme, c'est pas le fascisme. Bon, c'est les réponses. Bon, rapidement, en fait, bon, sur la question de l'ingérence, non, c'est vrai qu'il peut y avoir un débat un peu abstrait pour savoir si dans certaines conditions ça peut être réuni. Donc là encore, je vous renvoie à Noam Chomsky, lui qui trouve dans l'histoire deux cas très précis d'ingérence. Alors le cas espagnol, pour les raisons qui ont été expliquées, n'est pas compté, mais il donne l'exemple de Cuba qui intervient pour sauver le gouvernement angolais qui est en proie à une invasion de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, et il donne l'exemple du Vietnam qui intervient au Cambodge contre le régime des Khmers rouges, parce qu'on oublie tout le temps aujourd'hui que c'est le Vietnam communiste qui a sauvé le Cambodge des Khmers rouges. Donc effectivement, on peut trouver certainement des cas exceptionnels, mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que systématiquement, dans tous les cas où l'ingérence a été justifiée par des pays occidentaux, à chaque fois, ça n'a fait que renforcer, c'était une ingérence, une mauvaise ingérence, ça n'a fait que renforcer le chaos. Donc effectivement, on peut chercher des cas exceptionnels, mais ça ne serait pas le cas. Mais là, en tout cas, dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est de dire qu'on a des discours qui, au nom de droits de l'homme abstraits et sans regarder la réalité exactement comme a dit Gilles, en fait, en viennent à apporter un chaos, à renforcer une situation encore pire et finalement à justifier la déstabilisation. Mais en fait, évidemment, il faut regarder au cas par cas, et c'est important justement de dire que ce que je précise, c'est qu'on n'a pas seulement une grille d'analyse globale, on regarde aussi la réalité géopolitique de chaque pays. Alors, effectivement, Martine a souligné quelque chose de très important que j'avais peut-être pas assez insisté, c'est qu'effectivement, il y a un projet sioniste, on peut le dire, puisqu'on le trouve même dans les écrits de David Ben-Gurion, qui est de dire, de la même manière que nous, la Palestine, qui était un État où coexistaient juifs et arabes jusqu'au début du XXe siècle, on l'a cassé en disant il faut une entité que pour les juifs, et il écrit, si on veut que ça tienne, il faut faire la même chose chez nos voisins. Il faut encourager la création d'un État des chrétiens du Liban. Il faut encourager la création d'un État des alaouites du Liban. Donc il y a un véritable projet de destruction de ces États pour faire des entités ethno-confessionnelles. Là, c'est pour le Moyen-Orient, et on a également connu ça, par exemple, en Yougoslavie. Et donc, c'est une stratégie de destruction d'États, et qui renvoie justement à la question de la logique identitaire, qui permet de fractionner, d'éviter que se constituent des blocs de puissance suffisamment forts pour rivaliser. Donc, on a parlé tout à l'heure de la question des pipelines, donc il y a souvent un débat, est-ce que c'est prioritairement des questions économiques ou stratégiques? En fait, tout ça va ensemble. On a simplement des États qui ne sont pas soumis pour une raison ou pour une autre, et donc du coup, qui sont à déstabiliser. Et enfin, juste pour Politis, c'est pour expliquer, en fait, juste, j'avais mentionné parce que Politis, en fait, nous soutient quand même la France Insoumise, mais sur la Syrie, il ne comprend pas, donc j'avais été interviewé, et en fait, quand je leur expliquais, il ne comprenait pas. Et en fait, pour Radio Orient, je crois que même la relation de causalité, c'est juste qu'il ne voit pas forcément le problème qu'il y a avec la famille Hariri. C'est-à-dire qu'il y a une partie au Liban de ce qu'on appelle la gauche libanaise, tout comme il y a une partie en Syrie de ce qu'on appelle la gauche syrienne, qui ne voit pas le problème, en fait. À s'allier avec... Oui, non, mais très minoritaire, mais qui est le même courant de pensée. C'est-à-dire c'est un courant de pensée qui ne voit pas, en fait, le problème à s'allier avec des gens, donc quand on creuse, on voit que derrière, c'est les pays du Golfe. Et ça, c'est un vrai problème, si vous voulez, avec les mouvements de gauche dans les pays arabes en général, mais en fait, de la même manière qu'en Europe, beaucoup de mouvements de gauche ne se rendent pas compte que très souvent, ils sont les alliés objectifs et concrets des États-Unis. Mais il ne faut pas forcément dire qu'ils sont achetés ou quoi que ce soit, en fait. Je pense que c'est plus le fait qu'en face, on a des gens qui savent très bien maquiller, qui savent très bien se donner des beaux atours, et des stratégies qui sont pensées pour plaire à la bonne conscience. Et en fait, c'est à mon avis, il faut plus y voir de la manipulation plutôt que vraiment de l'achat ou de la corruption. Mais bon, en tout cas, c'est mon avis sur la question. Et je pense qu'il faut quand même reconnaître que Politis, globalement, a quand même les bonnes analyses. Je le situe parce que c'est des gens sur qui on est d'accord sur 99%.
J'avais pas grand-chose à répondre. Juste sur la question du budget militaire russe, en fait, il est supérieur à celui, c'est une précision, il est supérieur à celui de la France, il est de 60 milliards environ. Celui de la France est de 32 milliards environ. Voilà. Donc, mais il est inférieur à celui de l'Arabie Saoudite et, comme je le disais, 10 fois inférieur à celui des États-Unis qui est de autour de 600 milliards. Pendant que Clémence répondre aux diverses questions, parce qu'elles se parlent l'une à l'autre. Effectivement, ce que vous disiez par rapport à De Gaulle, Jean-Luc Mélenchon le résume souvent en disant que la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts, comme tous les autres États. C'est la réelle politique qui se met, qui détermine les relations internationales entre les États. Effectivement, la Russie a des intérêts, évidemment en Syrie, on n'intervient pas sans raison. Donc vous parlez de la base militaire de Tarsus, qui est l'accès, parce qu'ils sont bloqués par les Dardanelles, l'accès à leur flotte à la Méditerranée, ce qui est vital, c'est central dans leur géostratégie. Mais ils ont aussi le gaz, puisque c'est Gazprom qui vient de signer l'exploitation du pétrole au large de l'Ataquié. Bon, on a un gouvernement vraiment idiot, puisque c'était Total qui avait signé au début, avant la guerre, avec Assad. C'est la même chose qu'en Iran, enfin bon, dans le genre. Et puis aussi, il y a un intérêt de sécurité pour les Russes qui est peut-être plus légitime, c'est qu'il y a plus de 3500 combattants djihadistes locuteurs russes, et que venant soit de Russie, soit des ex-républiques soviétiques, qui posent un problème de sécurité, parce que les frontières sont extrêmement poreuses au Caucase, et que bon, on s'y intéresse très peu ici, parce que voilà, on s'en fiche un peu. Mais le nombre d'attentats en Russie est assez impressionnant. En fait, quand on se penche sur les 10 dernières années, c'est beaucoup d'attentats. Sur la question des moyens de notre politique. Alors d'abord, c'est une volonté politique, les moyens. C'est pas seulement des moyens matériels. Et là, je paraphraserai pour aller vite Lénine, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et il faut le vouloir pour réaliser les choses. Ça peut sembler bizarre, mais là, par ailleurs, pour mes activités professionnelles, je travaille sur la guérilla, et on parlait de Cuba. Le débarquement des guerrieros de Fidel Castro et Che Guevara, avec le Granma, c'est soldé par avec ils étaient 84, c'est soldé par une catastrophe militaire totale, puisqu'ils se sont retrouvés à 12 avec 8 fusils. Et là, on a Fidel Castro. Ils ont des blessés, il pleut, ils sont dans la forêt tropicale, ils ont 8 fusils, et il dit « c'est une grande victoire, dans 2 ans nous serons à la Havane ». Bon, censément c'est absurde, il n'a aucun moyen, et ça n'a fait aucun sens à une personne normale. Un peu plus que 2 ans, ils ont pris la Havane, ils sont restés un bout de temps, comme on le sait, pour Fidel Castro jusqu'au bout. Donc d'abord la volonté politique. Ensuite c'est une question de finance, et je comprends bien que la question venait là. C'est la question qui est renvoyée pour ça, comme pour le reste, sur la dette. C'est aussi un aspect international. Je rappelle que nous, à l'image des grands dirigeants de la France, et quand je parle des grands dirigeants, des chefs d'État de l'histoire de France, de Philippe le Bel en passant par Sully, par Richelieu, par Poincaré, De Gaulle, nous suspendrons la dette et le paiement, en tout cas des intérêts de la dette, et nous récuserons toute ou partie de la dette, sûrement pas toute, mais partie de la dette, comme ça a toujours été le cas au moment où les finances publiques avaient besoin de fonds. Philippe le Bel a initié de manière fort joyeuse la chose en brûlant les Templiers dans un immense feu de joie. Et ça n'a plus de dette, plus il a pris le reste de leur trésor, qui n'existe pas puisqu'il a été dépensé il y a plus de 800 ans. Donc nous récuserons la dette. Et là l'intérêt de la dette, je vous rappelle, c'est le premier budget premier poste des dépenses publiques qui est à 54-56 milliards par an, par an, qui est complètement colossal, hein, on est quasiment au double au budget cumulé de la défense, bon j'exagère un peu de la défense à l'éducation nationale, mais c'est colossal, à payer des oligarques souvent hors de France, ou en France. Comme sous l'Ancien Régime. Comme sous l'Ancien, plus. Non mais ça, les intérêts, c'est 56 milliards, c'est les intérêts. C'est juste les intérêts, on rembourse rien d'autre. Donc on nous dit on ne peut pas faire de dépenses publiques, ni pour les armées, ni pour les hôpitaux, ni pour l'école, ni pour l'espace, ni pour rien du tout, parce qu'il faut rembourser la dette. Or on sait bien que cette politique est absurde, puisque la dette croît de manière astronomique de toute façon. Et puis on a 100 milliards
en gros 80 à 100 milliards de fraude fiscale des super riches, et on a 120 milliards d'aides indues aux entreprises qui ont été faites par divers gouvernements, les uns à la suite des autres, pour l'aide à l'emploi ou l'emploi rien du tout. Donc pour les grandes, donc ça fait une réserve d'action qui demande une volonté politique pour récupérer ces moyens. Sur la question des alliances, encore une fois, récuser ce qu'il y a maintenant parce que c'est absurde n'obère pas les possibilités d'alliances alternatives. Par une finasserie de langage, je vous dirais, pour la question européenne, je vous répondrai par qui va s'appuyer à nous, puisque en dehors des États-Unis, une grande partie de la défense de l'Europe est assurée par la France, tant par les moyens qu'elle y met, les troupes et le parapluie nucléaire. Donc si la France se retire de l'OTAN, et que d'autres pays se retirent, ils pourraient avoir, eux, un intérêt à coopérer avec la France. Et je ne pense pas de pays spécifiquement là, tout de suite, puis ce serait long, on va rentrer dans des détails extrêmement longs, mais je suis convaincu qu'ailleurs, il peut y avoir ce qu'on appelle des révolutions citoyennes, ou enfin des changements de régime, où ce sera le peuple qui sera un peu plus au pouvoir, et où ils récuseront également les traités de libre-échange et l'OTAN. Et donc on trouvera un intérêt commun, et donc on s'allie avec les gens avec qui on a un intérêt commun. Sur le budget, c'est très intéressant, en dehors du chiffre qui a été corrigé, enfin, de la correction qu'a fait Frédéric. Le budget de la France actuellement est à 1,71% du PIB. L'OTAN nous demande de mettre 2%. Alors le truc de Trump de 2%, payer plus, sinon on ne vous protège pas, c'est pas nouveau, hein. C'est ce qui est demandé depuis 4 ou 5 ans par l'OTAN de tous les États. Et Hamon, sans aucune réforme globale, lui il veut donner 3%. C'est dans son programme défense. 3% du PIB. Donc on passe en gros un budget de défense à 55 milliards, non financé, puisqu'il ne prend pas lui les fonds que nous on veut prendre là où on veut les prendre. Donc c'est complètement délirant, et ça ne va que dans le sens de l'OTAN, et ça rejoint la question que tu as posée, puisque effectivement la ligne posée par François Hollande, c'est on ne touche pas à l'OTAN, on ne touche pas au système de défense tel qu'il est mis en place au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une augmentation pure et simple des budgets, au-delà même de ce que demande l'OTAN pour continuer à faire la même politique. C'est complètement délirant. Je ne comprends même pas comment est-ce... Enfin, il doit être très mal conseillé, ou en tout cas ça montre clairement où est-ce qu'il veut emmener la France, c'est-à-dire un pas de plus même que celui qu'a fait François Hollande. Sur ce que tu demandais aussi sur le côté on va nous attaquer. Bon, ben, c'est ça la politique, hein. On va nous attaquer. Il faut être prêt, quand on s'engage en politique, à subir des assauts, c'est comme ça. Donc ça s'appelle le canon à merde. Le canon à merde va se mettre à tirer, et il tire déjà beaucoup. Il y aura des attaques. On utilise aisément Assad, Poutine, ou n'importe quoi. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis officier serbe, antisémite. Je pense que la terre est dirigée depuis l'époque de Babylone par des lézards géants. Et je suis pro-Assad, pro-Poutine, et certains pensent que je suis joint, et que certains pensent que je suis un officier supérieur des brigades des martyrs d'Al-Quds. Bon, on est dans la poésie, c'est assez... Bon. Moi j'ai le cuir un peu dur, donc... Ah, pas encore, ça va venir, Dark Vador va venir. Bon, au moins c'est rigolo ça. Mais donc moi j'ai fait 3 procès en cours pour diffamation. Voilà. Je tiens à préciser ici pour ceux qui ne le sauraient pas, on le répète à chaque fois aux journalistes, ils font franchement exprès, et ça rejoint la question des relations internationales. Comme l'a dit Frédéric, nous ne sommes pas pro-Poutine. Parce que si nous étions en Russie, nous serons dans l'opposition, puisque c'est un oligarque et qu'il a une logique de répartition de la richesse qui n'est pas la nôtre. Mais nous ne sommes pas russes. Et lui, le chef d'État d'une entité géopolitique qui s'appelle la Russie. Donc c'est très très différent. Si nous étions russes, nous serions avec nos copains du front de gauche de Russie, entre autres Sergueï Udaltsov, qu'on connaît personnellement, qui est lui en prison. Et dont, miraculeusement, personne ne parle ici. Parce qu'il parle toujours des guignols libéraux ou des pucériotes. Mais alors ceux qui mettent 150 000 personnes ou 200 000 dans la rue contre Poutine, 7 ans de prison, 2 enfants, 0 pointé, ou les assassinats
bon, ça c'est pas le régime évidemment, mais de syndicalistes, enfin il y a une liberté pour le patronat qui là-bas, le MEDEF serait ravi de pouvoir opérer en Russie. Donc nous on s'y oppose, voilà, je répète à chaque fois, mais en tant qu'entité géopolitique, de la même manière que Napoléon a fait des alliances avec Alexandre Ier, Jules Ferry avec Alexandre III, Brejnev avec De Gaulle, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas négocier des accords commerciaux, des coopérations géopolitiques entre Mélenchon et Poutine, ou quel que soit l'oiseau que les Russes se choisiraient par eux-mêmes pour se gouverner. Mais tu es d'accord que c'est un thème qui va être central dans la campagne? Oui, c'est central. À mi-décembre, je me suis sur cette thématique. Personnellement, c'était Libération, le JDD, le Nouvel Observateur, Le Monde et France Inter. Thomas Legrand. Voilà. Justement sur cette thématique, pour ce qui a nécessité un article à la Chomsky de 16 pages en expliquant pourquoi est-ce qu'on ne défend pas Assad et qu'est-ce qu'on défend réellement en Syrie. Ce qui amène à la question de l'ingérence, là je rattrape un peu ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Moi je suis d'accord, je vois pas en fait le problème par rapport à la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, on a un gouvernement légal où il y a un coup d'État dans lequel en plus s'ingère et l'Allemagne et l'Italie. Il eût été parfaitement fondé dans un système où on n'est pas une société des nations qui ne fonctionne absolument pas, où on n'est pas un machin, comme dénonçait De Gaulle, mais une vraie ONU, que l'État républicain espagnol demande une aide aux autres États démocratiques ou républicains et appartenant à l'Alliance, enfin, en tout cas étant sous une ONU qui fonctionne, d'intervenir pour l'aider. C'est pas le problème. De la même manière, ça nous amène encore une fois à Daesh, et la proposition faite par la Russie en octobre 2015, c'était bien une ingérence qui était proposée, puisqu'il s'agissait de combattre Daesh et les terroristes. Moi personnellement, je ne suis pas contre l'ingérence dans l'absolu. S'il y a une nécessité, mais que ça se fasse dans un cadre où ne soit pas un État qui intervienne, même s'il a le droit, entre guillemets. Certes, il a le droit, en droit international pur, il a le droit, mais c'eût été mieux si c'était un consortium d'États, sous mandat de l'ONU, vérifié par tous, qui agissent pour combattre ce qui est quand même combattu et qu'on oublie un peu trop souvent en Syrie, qui est l'islamisme radical. Et c'est un gros problème, parce que les Américains jouent avec leurs idioties. Alors, quand je parle d'islamisme radical, pour éviter tout problème, les islamistes ont mené une campagne de terrorisme sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas à ce niveau-là, de cet usage de cette forme de guerre. C'est 750 morts en Occident depuis Charlie Hebdo. Ça veut dire pas grand-chose par rapport aux 30 000 morts dans les pays musulmans. Les premiers qui mangent les attentats terroristes, et en premier lieu en Irak, ce sont des musulmans, dans leur diversité religieuse qui les concerne. Mais quand on dit qu'il faut faire la guerre aux islamistes, c'est parce qu'ils posent un problème. Et Daesh pose un problème géopolitique, parce qu'à jouer avec le feu, les Américains créent des situations qu'ils ne contrôlent absolument plus. Et ce groupe-là a une intelligence politique assez colossale. Et les Russes sont intervenus parce qu'ils allaient prendre Damas. Imaginez, Damas aurait été réalisé avec Raqqa, Mossoul, Manbij, et puis Alep qui serait donc tombé plus Damas, mais ça y est, le califat est là. Et après on peut aller plus loin, on peut aller en Jordanie, on peut déborder sur Israël, on peut aller plus loin, on peut aller en Arabie Saoudite, pourquoi pas. Enfin, quand la logique est enclenchée, une fois que se constitue un État, se constitue un État. Donc soit là on prend une décision, soit on l'arrête parce qu'on trouve que ça va pas, soit on prend une décision qui est aussi entendable. On n'intervient pas du tout, mais on accepte que se crée un État islamique. Un vrai État islamique avec toutes les conséquences que ça suppose pour les populations. Et je crois que j'arrive à la fin, à l'exception de ce que tu as demandé encore, sur comment est-ce que à l'ONU, au niveau de l'Union européenne, s'intriquent comment on fait pour se retrouver coincé. Je ne vais pas sortir tous les exemples, mais au salon du Bourget le dernier, on avait rencontré Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace, et il était très embêté. Il nous a dessiné un tableau, donc je parle de l'espace, parce que ça concerne aussi ces questions-là. Il nous a dessiné un tableau très embarrassant. Ariane Espace est un produit de la volonté politique de la France, à un moment donné, de mettre les moyens dans une logique de planification industrielle pour développer une industrie spatiale en France. On obtient Ariane, et c'est fantastique, et c'est tous les succès qu'on connaît, mais dans le cadre de l'Union européenne, ça a été coupé par petits bouts, comme tout un tas d'entreprises, et maintenant,
changer un boulon sur une fusée, c'est très compliqué parce qu'un morceau est fabriqué en Italie, 10% en Irlande, 3% là-bas, enfin bon bref. Le contrôle, les sociétés sont souvent posées en Hollande, ou les sièges sociaux, ou au Luxembourg pour moins payer d'impôts dans les États dont ils censément appartiennent, mais ils appartiennent plus vraiment. Donc avoir une politique est très difficile, là où les Américains, très intelligemment, font un SpaceX où ils amènent les composantes devant l'usine et la fusée sort avec des commandes d'État. Bon, évidemment, la concurrence est de facto déloyale, mais c'est un exemple. L'exemple aussi, c'est les satellites. Il y a le GPS. Bon, c'est chouette, on a tous des GPS, mais le GPS, c'est américain. Voilà. Les Russes ont décidé d'être indépendants, donc, ou les Chinois, comme l'a dit Frédéric, sur la banque, bientôt sur Internet, mais aussi sur les satellites. Ils ont développé ce qu'ils développaient à une époque, qui s'appelle GLONASS. Donc ils ont leur propre système de satellites qui est géostationnaire, enfin qui repère les positions sur Terre. Et nous avions un, fortement impulsé par la France, dont le nom, la petite m'échappe, Galileo, bloqué par diverses décisions au niveau européen. Il n'y a pas de Galileo. Il n'y a pas de Galileo parce que les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait de Galileo. Pourquoi dépenser de l'argent? Mais c'est vrai, d'une certaine manière. Pourquoi dépenser pour faire un troisième truc? On est alliés, le GPS est super, participez-y. Bah voilà, on y participe. Bah, si on se coupe, il n'y a plus de GPS. Là. Voilà, c'est aussi ça qu'on aura c'est ça qu'on va avoir. Imaginons qu'on prenne le pouvoir, et ils peuvent couper le GPS. Et vous téléphone, vous ne retrouvez plus le chemin. Alors, il faut prendre des cartes. Et Michelin carte va faire des bénéfices. Et ça, c'est un micro-détail, mais sur des milliers. Je ne sais pas si vous avez vu, je m'attarde un peu, excusez-moi, si vous avez vu le film Snowden, de Yellowstone. Bon, il aborde la thématique de manière un peu intelligente, en abordant la question de l'écoute à la maison, et on peut vous observer en train de batifoler chez vous, avec vos conjoints et conjointes. Bon, c'est sympathique, mais il y a un moment dans le film où il dit... on essayait d'obtenir des accords des Japonais qui ne voulaient pas tout livrer de leur pays, mais les pauvres, s'ils savaient, pendant ce temps-là, on installait des malwares absolument partout dans leur centrale. Et pour ceux qui ont vu le film, il y a cette scène où oui, on peut débrancher le Japon et le Japon s'éteint. Bon, eh ben, on est dans une situation de ce genre. François Hollande, par exemple, pour le nouveau ministère de la Défense à Ballard, a choisi d'installer des logiciels Microsoft. Ce qui est complètement idiot, c'est autant donner la clé de la maison à quelqu'un et lui dire prends ce que tu veux, l'horloge de mémé, et tiens mon compte en banque. Alors que les militaires, qui sont pas les plus futés de la Terre, mais ils ne sont pas tous complètement idiots, se sont dit que si on mettait des Linux ou des logiciels libres et qu'on contrôle, non, Microsoft, et ainsi de suite. Et je vais m'arrêter là parce que c'est déjà long. Il fait extrêmement chaud dans cette salle, je ne sais pas quel est le complotiste qui a mis le chauffeur au fond. Une dernière question. Ah, une dernière question. Bon, c'est deux petites questions. Bon, on va laisser sans micro. Allez, dernière question. Bon, à la volée comme ça. Non, il y a deux choses que je n'ai pas évoquées. L'Afrique, on en a très peu parlé. Bon, je n'imagine pas que la France insoumise considère que l'Afrique, c'est encore la France. Mais on a parlé d'étrangers, on n'a pas parlé d'Afrique. En particulier, il y a quand même un instrument de domination qui s'appelle le franc CFA. Est-ce qu'il y a une réflexion quelque part sur ce sujet? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il y a aussi un endroit où la France fait quelque chose qui est très... On parle de l'ONU comme si c'était quelque chose de très admirable. Mais enfin, je rappelle que la France a un droit de veto au Conseil de sécurité et que ce droit de veto empêche le fait que les décisions de l'Assemblée générale puissent devenir largement... Enfin, souvent, ça intervient comme un blocage. Donc voilà, est-ce que Mélenchon a réfléchi sur cette question et envisage de prendre position là-dessus? Oui, je reprends la parole donc rapidement. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Nous voulons une réforme de l'ONU. C'est comme quand on dit on veut une défense, on n'a pas une armée qui est celle de l'époque des guerres coloniales. Donc l'ONU tel qu'il est actuellement ne fonctionne pas. Et un des problèmes, c'est ce droit de veto qui fait que c'est très très compliqué d'obtenir quoi que ce soit. Le cas d'Israël est assez exemplaire, puisque bon, il suffit de coup. Celui dont les intérêts sont touchés, droit de veto, et les choses avancent très très peu. Donc c'est pour ça que dans la réforme, nous sommes pour la suppression du droit de veto, mais avec un renforcement de l'ONU pour qu'il y ait les moyens
des moyens contraignants en propre sur les États, et que l'instance de décision soit effectivement l'Assemblée Générale de l'ONU, où là, les peuples pourront s'exprimer. Bon, tout ça, c'est très rapide, mais évidemment, il y a une réflexion là-dessus. Et bien sûr, nous ne sommes pas pour la France-Afrique. Le franc CFA doit être revu, mais la question africaine est très très compliquée. Je vous prends un exemple qui est très politique réel. Les guerres qu'on fait actuellement au Mali sont principalement pour assurer aussi l'approvisionnement en uranium de la mine d'Arlit, où on a des forces spéciales en continu. Et nous, on veut faire la transition écologique. Alors imaginons qu'on arrive au pouvoir, qu'on la mette vraiment en place. La transition écologique, c'est 20 à 25 ans. C'est long d'éteindre les centrales, c'est 80% de l'énergie électrique en France. Ça ne se transforme pas d'un coup, enfin, c'est tout un travail de planification colossal qui entraîne toute une génération. Mais pendant 20 ans, vous avez besoin de manière décroissante d'uranium. L'uranium, il y a plus de demandes que d'offres. Et les États, une bonne partie des États africains sont faillis. Donc si vous partez du Niger actuellement, la mine d'Arlit, demain, il y a des unités des forces spéciales chinoises, ou russes, ou américaines, ou indiennes, enfin peu importe, parce qu'on construit de plus en plus de centrales nucléaires, et il y a de plus en plus besoin d'uranium, et vous n'avez pas votre uranium. C'est-à-dire même si vous voulez le payer, c'est pas vous qui vont le vendre, parce qu'il n'y a pas le flingue sur la tempe. C'est tragique comme situation, mais ça c'est la réalité. Alors éventuellement, on peut avoir des situations où on arrête d'exploiter ces pays, et on paye au juste prix ce qu'on leur achète, ce qui serait déjà une chose extraordinaire. De la même manière qu'on arrête de détruire les cultures vivrières qui mettent toute l'humanité à 13 ans, enfin d'ici 15 ans, on estime les risques, non pardon, d'ici 25 ans, on estime les risques à 250 millions de migrants dus à la destruction des cultures vivrières liées aux problèmes écologiques. Stop, on arrête de leur vendre de surplus de manière imposée de la même manière, et on achète les ressources au juste prix, et puis on ne crée pas que des conditions d'achat de ressources, mais on peut imaginer un co-développement, donc ça se fait je pense par pays, d'accord gré à gré, ou d'accord par groupe de pays, où on va former des ingénieurs, des médecins qui retournent là-bas, enfin participent réellement aux choses, et ils développent eux-mêmes leur propre, ils industrialisent leur pays et créent les conditions pour ne pas acheter tous les produits manufacturés à l'extérieur en les payant un mauvais prix, le prix du cacao, de la banane ou de l'uranium. Voilà, donc effectivement, mais ça c'est pareil, c'est un travail de longue haleine, et encore faut-il arriver au pouvoir. Et sur le conflit israélo-palestinien Juste avant, donc n'hésitez pas, avant de partir, de laisser vos contacts ici, si vous voulez être contacté, militer dans les groupes d'études de israélo-palestinien, qu'est-ce qu'on peut le conflit en Palestine, c'est expliqué en fait dans le livret thématique, c'est qu'en fait on préconise la solution à 2 États, mais dans le cas de l'État palestinien respecte toutes les résolutions de l'ONU, et notamment évidemment le retrait des colonies et le droit au retour des réfugiés. Et ça c'est indispensable, c'est que les réfugiés ils rentrent chez eux, y compris puisque la plupart ont été expulsés du territoire actuel israélien. La solution globale passe par le retour chez eux des réfugiés palestiniens. Et donc ça fait partie effectivement des clés, des points clés du programme. Par rapport à ce qu'a fait Obama avant de partir en disant je retourne de Jérusalem, à un moment donné ça c'est une partie plus chaud. Obama avait demandé à ce que Jérusalem soit redonnée à la Palestine. Excusez-moi, juste je vous interromps 30 secondes parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en haut. En fait, il y a un document qui résume et qui développe pas mal de points qu'on a évoqués ce soir, qui est une édition de la revue Défense Nationale, qui a été organisée lors des journées défense que Georgie, ici présent, avait organisées. Donc pour un nouvel indépendantisme, voilà, préfacé par, et conclu par Jean-Luc Mélenchon. On n'en a pas sur place là malheureusement. Il existe en version numérique aussi, vous pouvez le télécharger, je crois, sur le site de la revue Défense Nationale. Voilà.